Paul-Henri, je suis content de te retrouver. Plaisir partagé. Je pense que les auditeurs vont être contents de te retrouver aussi. On m'a dit c'est la 3e ou la 4e fois? 4e fois pour la vente mesure du temps 4 du coup. Ouais. Donc là je t'ai sorti un petit panel de pièces un peu éclectiques, en passant par le vintage, montre de sport, Cartier et quelques pièces un peu joaillières qui sont les grandes tendances actuelles. Et voilà, on va pouvoir échanger autour de ces petites pièces. Ouais, qui sont autour quand même, de ces pièces vraiment magnifiques. ouais. Tu as déjà une idée de l'ordre dans lequel tu veux faire la vidéo ou pas? C'est comme tu veux. Après, on peut commencer par les montres de sport un peu connues comme le, Ouais. tu vois, GMT Batman avec la lunette en Cerachrone. Celle-ci en plus elle est full set, donc ça c'est un petit plus. Tu vois. Ça c'est 2013 quoi, dans ces eaux-là. C'est sorti, J'ai dans regardé cette dans le période-là. catalogue juste avant. Et tu vois, la GMT quand même on en voit quelques-unes, mais le gros problème c'est l'état même pour les modernes. Et celle-ci, tu vois, elle est quand même assez propre. Il y a quelques traces d'usure d'usage sur le bracelet, mais tu vois, il n'y a pas de choc imposant. Elle est quand même assez sympa, tu vois. Et ça, la cote, on est autour d'une estimation entre 10 et 15 000, je crois. Ouais, c'est ça. Franchement, pour une GMT full set dans un état correct, on est assez compétitif, je trouve. Après, tu as une Submariner lunette verte aussi, dite Hulk. alors, la Hulk, c'est céramique pour la lunette céramique verte et cadre en verre exactement. Donc, on peut la considérer comme l'évolution de la Carmine, tu sais, celle qui était sortie en anniversaire en 2003-2004. En plus, on a l'évolution avec le cadre en verre. Et ça change vraiment l'icône noir sur noir. Et c'est vraiment un côté pep, c'est un peu plus jeune, c'est super sympa. Bah ça, théoriquement, ça devrait monter un peu plus haut ou tu penses qu'en ce moment... Ouais, un petit peu plus. Après, en ce moment, les gens, on regardera après, mais il y a des nouvelles tendances qui se dessinent. Mais... Ça va être intéressant. Ça restait bien jusqu'à la fin parce qu'on va parler aussi des tendances qui se dessinent dans l'horlogerie parce que vous en connaissez peut-être, mais il y en a peut-être de nouvelles que vous ne connaissez pas. Franchement, quand même, après une Submariner, ça reste super sympa. Ah, ça reste un incontournable, un basique, maintes fois copié par tout le monde. C'est vraiment... on ne peut pas se tromper, quoi. Ouais. Ça, j'aime bien vérifier ça sur les subs. La façon dont la couronne se ferme, tu vois. Là, c'est limpide. La lunette, quand tu la tournes, il n'y a pas de défaut. Le fermoir, quand tu le fermes, tu entends vraiment le clac. Je vais voir si tu as tous les maillons ou pas. Ouais. C'est du 18 cm de tour de taille. Donc comme ça, pour les poignées un peu plus humbles, tu peux en enlever. J'adore un peu plus humble, c'est vrai. En fait, j'ai une nouvelle caméra où je peux retourner le truc dans le c'est génial. Ah, Et quand ça évolue, c'est formidable. Bah écoute, on évolue. Mais non, tu vois, et en plus avec, évolue, hein. Tu vois, là t'es habillé assez sobrement avec du bleu marine, des nuances de bleu marine. Pour une fois, je m'habille pas comme un ado prépubère, donc profites-en. Non, du tout, du tout. Non, mais tu vois, ça te rajoute une note de couleur, c'est super sympa. Ça dénote un petit peu, ça la rend un peu visible, mais c'est génial. Et en plus, l'intérêt de la sub, c'est que en costume, ça va bien, en tenue plus détente, c'est parfait. C'est pour ça qu'on Rolex en vend beaucoup et qu'on en vend beaucoup des subs, c'est que c'est ultra versatile. C'est ultra versatile. Bah, tu as aussi une Daytona, un chronographe Daytona ça, en si or jaune. Ouais, je l'ai sorti rien que pour toi. Je sais pas si tu te rappelles, mais le premier mesure du temps, j'avais sorti un Daytona avec bracelet, etc. Et tu étais tombé amoureux de cette pièce. C'est sûr. Ah bah. Donc, du coup, je t'ai sorti ce petit Daytona qui est quand même très 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 sympa. En plus, en bracelet cuir, ça fait un peu plus habillé. Donc là, on est sur les dernières générations avec la lunette en céramique. Ah oui. Et en plus, celle-ci, ce qui est sympa, c'est qu'on a le bracelet cuir, mais on a aussi le bracelet dans la boîte caoutchouc. Donc comme ça, tu peux passer d'une montre vraiment sport à un sport chic avec le cuir. Ça, c'est vrai que c'est... Avec le bracelet en cuir. Tu les préfères aux Oyster Flex, toi? Moi, je trouve qu'elles sont plus chic, celles-ci. Moi, je préfère le cuir. De toute façon, je préfère le cuir. Oui. C'est plus sympa. Et puis, tu peux jouer avec les couleurs. La texture est aussi plus... moi qui ai une peau un peu sensible, c'est plus confortable. C'est plus confortable, c'est plus agréable. Surtout l'été, quand tu transpires, ça évite de faire un effet baignoire. Avec le caoutchouc. Alors, vous aimez ou pas? Dites-moi dans les commentaires. Mais c'est vrai que je préférais ça, par exemple, qu'une Oyster Flex moderne, même si les deux sont bien, mais... Bon, moi, la personne a le choix avec ce lot-là, tu vois. C'est quoi à peu près l'estimation, tu te souviens ou pas? C'est entre 18 et 20 000 euros. D'accord. Donc pour un Daytona en or, dernière série, avec le bracelet, enfin le fermoir qui est en or, le bracelet cuir, le bracelet Oyster Flex, les papiers, la boîte, la surboîte, 18 000 plus 30% de frais, c'est pas quelque chose de très conséquent. Et tu vois, la lunette en céramique, c'est quand même sympa, elle a un petit complément d'âme. Avec le revêtement, tu vois. Vas-y, tu peux la avec le traitement dans les inscriptions, c'est super.
Tu vois, il n'y a pas de choc, il n'y a pas de petits pets. La montre, je l'ai ouverte, je l'ai inspectée, c'est nickel. Ouais. Ce qu'on peut voir sur la vidéo, sur les photos, c'est un petit peu de saleté, mais bon. Quand tu as une Daytona, tu as envie de la porter, donc ce n'est rien de choquant. Avec ses poussoirs vissés, moi, c'est vraiment l'une des caractéristiques du Daytona que j'aime beaucoup, c'est les poussoirs vissés, tu vois. Qu'est-ce que tu aimes d'autre sur la Daytona? Bah, ça reste quand même une icône, et c'est, bon, les nouvelles, je préfère les vintage évidemment, mais sur les nouvelles, c'est le fait de pouvoir perpétuer un mythe. Tu vois, la Daytona, ça existe depuis les années 60-70, et le mythe, il est toujours présent. Il y a toujours des évolutions, mais c'est des évolutions tu vois, sur la durée. On est passé de la lunette bakélite à la lunette acier. On est passé après à la lunette en céramique, qui est une céramique très spécifique. On a un peu grossi les diamètres, mais globalement, le Daytona, ça reste un chrono 3 compteurs très classique, mais intemporel. Totalement. T'as une Yachtmaster aussi? Non, j'ai pas de Yachtmaster, j'ai une Skydweller. Ah, c'est une Skydweller. Et celle-ci, elle est très elle est assez cool. Skydweller. Parce que, alors, les internautes, ils peuvent pas le ressentir, mais elle est super lourde. Et c'est normal parce qu'elle est en or blanc. Ah oui. Tu vois, ouais. Elle fait plus de 200 Parce que grammes déjà, de la poids. Skydweller en acier, c'est un vrai morceau imposant qui plaît aux aficionados. Mais là, en or blanc, en or gris, quoi. C'est exceptionnel. Ah oui. Tu vois. T'as même plus besoin de me tenir la caméra. C'est incroyable. Ça perd un peu de son charme presque. Bah oui. Ah oui, là, c'est lourd quand même. Mais c'est que... Moi, je trouve que la Skydweller, c'est assez triste. C'est un peu la mal-aimée actuellement de chez Rolex. Ouais. Mais on parle quand même de la montre à complications, avec le plus de complications chez Rolex, avec un calendrier annuel, mais vraiment très, très, très pointu, avec tout un système mécanique qui est exceptionnel. Et les gens, pour l'instant, ne sont pas encore réceptifs. Mais je pense qu'un jour, ils vont venir dessus. Tu penses? Quand même, c'est une Rolex qui est assez Elle a atypique. tout, c'est vraiment la vraie Rolex. Elle a la lunette cannelée. Et la lunette cannelée, c'est un truc de fou. Elle permet de faire fonctionner les différentes complications. Donc, on conserve le côté mythique de la lunette cannelée, mais en plus, on la réinterprète avec une dimension utilitaire. C'est quand même génial. C'est le classique c'est la montre pro avec le classicisme de la lunette cannelée, la sophistication. C'est ça. Moi, en tout cas, je serais acheteur, mais peut-être pour un diamètre plus petit, parce que c'est du 41-42. C'est un petit peu gros, mais ça lui rajoute toujours ce côté qu'on connaît et qu'on aime chez Rolex, le côté sport, le côté assez démonstratif, mais avec ce côté très raffinement distingué avec l'or blanc. Bon, après, pour finir sur Rolex, là, je t'ai sorti 2 petites montres sympas, dont une petite pépite. Ça, j'adore, en plus, c'est un client qui est des plus sympathiques. C'est une Rolex 1016 Explorer, donc une des premières refs. Et celle-ci, elle a une particularité qui la rend assez intéressante. Alors, sur le cadran, tu vois, on a le logo Rolex. Il est un petit peu bizarre, tu trouves pas? Ouais, c'est la couronne. Ouais, la couronne Rolex. En fait, ce qu'on appelle le frog foot. Le frog foot, quand tu regardes, tu as un écartement des petites tiges de la couronne qui font un peu effet patte de grenouille. D'où le nom frog foot. Tu as le cadran 369 avec le triangle lumineux, l'aiguille Mercedes, le 36 mm et surtout, ce qui est très sympa, tu vois, c'est le verre bombé. Le verre bombé d'origine, ça lui donne vraiment une clarté et une luminosité à ce cadran qui est folle. Avec un bracelet qui est assez sympa en plus, bracelet Oyster. Ouais. Et ce qui est sympa sur ces bracelets, c'est qu'il est relativement léger. C'est ce qu'on appelle des mailles creuses. Voilà. Et ça leur rend très percé aussi, typique du vintage. Parfait pour enlever et changer les bracelets. Facile, ouais. Et entre les cornes, vous avez le numéro de série qui permet de la dater. Là, vous avez le numéro de référence. C'est moi qui ai eu la référence de 2005 en 36. J'ai plus en tête la référence, mais je l'avais revendue cette montre. Et bah ça, c'était vraiment. Ça, c'est la quintessence de la montre d'aventure. C'est la quintessence. C'est fin, ce bracelet, effectivement, au maillon creux, donc qui apporte une légèreté, on la sent pas. Il est plus onctueux, ouais. il est moins pâteau, moins lourd. Et puis ce saphir bombé qui rappelle un plexiglas. Là, sur celle-ci, comme tu l'as justement dit. Sur celle-ci, c'est le plexi. Ah, c'est un plexi. Ouais, c'est un plexi. Donc on a ce plexi. Non, c'est maintenant qu'on met des saphirs bombés pour rappeler des plexiglas. Donc avec ce plexi
qui est nickel d'ailleurs. Donc ça c'est chouette, il est en bon état. Et qui donne beaucoup de lumière, qui permet de capter beaucoup de lumière. C'est vrai que on a l'impression que les aiguilles ressortent, les index ressortent, c'est vraiment hyper sympa. Ça gonfle la montre. Et la patine aussi, après la patine, depuis les nouveaux matériaux, il y a 25 ans, un peu plus, on n'a plus ça, quoi. Ça bouge pas en fait. Depuis 98-99, on a les arrêtés européens qui ont interdit les peintures luminescentes radioactives. Honnêtement, c'est génial. C'est une petite Rolex. 36 mm, pour moi, c'est la taille parfaite. Ça va à tout le monde. Sympa, ça. Là, je l'ai fait tester à différentes jeunes filles de l'étude. Et alors, elles aiment bien? Au début, elles ont un peu peur que ce soit un petit peu trop gros, mais au final, ça va à tout le monde. Ah ouais, tu l'auras passé au poignet et tout? Ah bah bien sûr. Mais non, mais c'est une montre qui est super sympa, qui reste assez habillée, mais... Et en termes de l'estimation à peu près? Elle est entre 12 et 15 000 euros. C'est un certain prix, évidemment, comparé aux nouvelles Explorer. Mais t'as le charme. Comparé à une Rolex vintage professionnelle, parce que ça reste dans la gamme pro, l'Explorer. Ça, les gens, il ne faut pas qu'ils l'oublient. Hein. C'est la montre des plongeurs de Mercedes qui avait traversé effectivement la Manche. Là, celle-ci, c'est vraiment pour, comme le nom l'indique, les explorateurs. C'est vraiment une tool watch. Tout a été conçu sur cette montre pour qu'elle soit résistante, pour qu'elle soit très lisible. Et le pari est réussi. Et je t'ai mis à côté en plus, ça c'est très sympa. Tu peux faire le comparo, l'Explorer 2. Actuel. Exactement. Que toi, tu as eu en Pas plus. Forcément la. Alors non, je ne l'ai pas eu celle-ci. Moi, j'ai la 15. Non, je sais plus. Les 14. Laquelle j'ai. J'en ai une de 2004. Et celle-ci, elle est après. Et moi, c'est une 40 mm, ça, c'est une 42. Ouais. Je ne sais pas si c'est la référence actuelle ou celle juste avant. Celle-ci, c'est juste avant. C'est juste avant. Bêtise, mais très peu de choses ont changé. Et tu vois, on a encore cet ADN d'aventure, mais avec quelques éléments en plus, une aiguille GMT, la lunette graduée chiffrée, un cadran qui est plus gros, donc un petit peu plus lisible. Mais... Après, on a les index cerclés, le triangle inversé, etc. Mais on a un bracelet assis au maillon plein, donc c'est plus cossu. C'est l'évolution. C'est plus cossu, c'est l'évolution. C'est plus cossu. Mais pour les aficionados, je sais que vous êtes nombreux, du vintage, je pense que vous préférez le petit mais ça a son intérêt aussi. Et puis, ça deviendra peut-être un collector vintage dans quelques temps. Après, bon, les matériaux se patinent moins, donc c'est vrai que nous, on aime quand ça... Comme un bon vin. Exactement. Et non, c'est vrai que c'est le seul reproche que certains passionnés peuvent faire à ces pièces, en tout cas modernes, c'est que ça vieillit pas. Après, ça a des avantages. Ta montre, tu l'achètes, 30 ans après, rien n'a bougé. Il y a un côté quand même très plaisant. Parce que souvent, les patines peuvent être... T'as d'autres Rolex ou pas? Est-ce que j'ai d'autres Rolex? Je ne pense pas, mais j'ai des trucs tout aussi sympas que Rolex. Tiens, regarde ça, c'est très sympa en vintage, toujours dans la montre d'aventure. Alors, c'est une Lipnautique, mais c'est pas une nautique ski. Celle-ci, elle fait partie des premières séries et elle a un mouvement mécanique et un remontage manuel. Alors qu'à d'habitude, elles ont des mouvements électromécaniques. Cette pièce-là, elle est super, super, super rare. Elle a été produite entre 1 an, voire 2 ans. C'est ce qu'on appelle un boîtier super compresseur. Donc c'était EPSA qui les produisait. Donc la même boîte qui produisait les boîtiers des premières Monaco, de pas mal de pièces Omega. C'est un boîtier super étanche. Et on les reconnaît avec plusieurs choses. Déjà le diamètre, 36 mm. Les couronnes quadrillées comme ça. Ce fond un peu dodécagonal. Et surtout cette lunette interne qui actionnait avec cette couronne. Tu vois, au lieu d'avoir une lunette externe qui pouvait bouger, voilà, tu as une lunette qui est interne. Donc c'est assez sympa. Ouais. Ça, c'est vraiment un vrai collector. C'est une pièce qui est extrêmement rare. Et surtout dans cet état, quand tu as une tool watch, à l'époque, tu t'en fiches un petit peu de savoir si tu allais la bigner ou pas. Donc l'avoir dans cette condition, c'est quand même une très grande chance. Ouais, c'est vrai que Lip, c'est une vraie histoire de l'horlogerie française. Ah, mais ils ont tout inventé. Ils ont tout inventé. Ouais. Le marketing commercial, c'est eux. Les bureaux de distribution, c'est Lip qui les a inventés. Toute cette histoire de mouvement électromécanique très pointu et très en avance pour l'époque. C'est fou comme ils se sont un peu perdus. Maintenant, ils se sont relancés, mais c'est dingue comme. Moi, je trouve qu'ils font quand même. Les gens négligent en fait. Ils font quand même du bon travail parce qu'ils repartent de très loin. Ils repartent de très loin. Et on voit qu'il y a une volonté de bien faire. Donc on ne peut que les féliciter et leur dire d'aller de l'avant. Ouais. Et là, elle est vraiment dans une config en plus, ce que j'appelle une config d'époque. Donc avec un bracelet, ce qu'on appelle Tropique, qui était une sorte de bracelet en caoutchouc très respirant pour les plongeurs.
Il est sympa ce bracelet. Et c'est un bracelet ça change des bracelets tropiques actuels que j'aime pas trop. En fait, le problème des bracelets tropiques actuels, c'est que déjà, le fournisseur, ça va être le même parce qu'on voit les mêmes partout, c'est en plastique. Et sur toutes les marques. Que ce soit des marques à plusieurs. Presque une centaine d'euros et les marques sur Temu, oui. Mais exactement. Et en fait, on voit le même bracelet tropique. Donc, je trouve que c'est un peu pénible d'avoir le même fournisseur à chaque fois. Donc, c'est quand même plus chouette d'avoir un bracelet tropique d'époque. D'accord. Bon, tiens, je la mets vers moi. Et en dernière montre d'aventure, on a ça qui est très très cool. Alors c'est une Jaeger, non? Ouais, c'est une Jaeger. Elle est très sympa. Donc avec une grosse petite seconde, des aiguilles glaive, un cadran au radium. Donc c'est quand même assez fou qui a pris une patine folle. Bon, petit regret pour les aiguilles restaurées, mais tu vois, l'état, elle est immaculée. Elle est exceptionnelle. Avec une grosse couronne pour faciliter l'utilisation. Et en plus, l'intérêt, c'est qu'avec les différents numéros, on peut demander à la marque Jaeger quand elle a été produite, quand elle a été vendue. Tout a été mis dans le catalogue. Donc comme ça, vraiment, on va très très loin dans l'expertise. Mais le fait que les aiguilles étaient restaurées, ça fait baisser un peu la cote quand même. Un petit peu, mais bon. On est les plus tatillons d'entre nous. Mais après, bon, si ça vous aide, si peu importe, vous n'êtes pas assez sensible à ça, et si vous êtes d'accord avec le fait que ce soit restauré, parce que c'était certainement très abîmé. En plus, pour l'estimation, ça reste très correct. On a 400 euros. On a 400 euros 400 à 600 euros. Tu vois, c'est un petit prix. Waouh. Ouais. Et tu as vu ce cadran noir, vraiment, 400 à 600 euros seulement. Ouais. Tu me prends. Et en plus, on a plein d'informations. Attends. Ça, alors là, franchement. On a notre chère Justine que tu connais bien, qui a pas mal de contacts dans les différentes manufactures et qui a demandé dessus. Donc, je vais te donner. J'ai peur qu'elle parte là, à ce prix-là. J'ai peur que suite à la vidéo, elle parte. Alors, je l'ai pas ici, mais en tout cas, on avait demandé, ça a été mis à jour, mais on a demandé à la marque les différentes infos. Elle a été produite dans les années 40. Elle a un calibre qui est assez connu, qui est le 463, qui est un calibre qu'on a retrouvé dans pas mal de pièces militaires. 400 à 500 euros. Ouais. Elle existe avec un boîtier en or aussi, non? Non, ça c'est vraiment c'est aussi de la montre d'aventure, Tool. Donc on n'en a pas vu en or, mais on en a beaucoup en acier, avec différentes configurations de cadran. Et là, le cadran noir avec les index au radium, avec une belle patine un peu jaunie, c'est très très beau. Tu as de la côte de Genève, tu as un petit anglage. Donc pour le prix, c'est toujours ça l'intérêt du vintage, c'est que pour des prix assez mesurés, tu as une qualité que tu ne trouves pas en moderne. Après en moderne, tu trouves d'autres choses, tu as d'autres arguments, mais quand même niveau qualité, c'est génial. Et le cadran, tu as vu, la montre est quand même assez petite, mais tu as une lisibilité qui est vraiment top. Ah là, je trouve ça hyper sympa. Ouais. Moi, c'est vraiment le genre de petite montre... mais moi aussi, c'est ça que j'ai envie de mettre aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça que j'ai envie de mettre. Non, mais je t'assure. Hein. Ah, mais je te comprends. Moi, c'est ça que j'ai envie de mettre. Comme ça. Parce que tu as pas... Alors, une GMT, ça dépend où, ça dépend comment. Mais c'est quand même une montre assez connotée. S'il faut en parler quand même, il y a quand même un risque de vol, les gens en ont peur. Même si... J'aime beaucoup, par exemple. Tu vois, un chronographe Daytona, j'aime beaucoup, mais c'est moins facile d'accès financièrement à quelqu'un qui démarre. Il y a plein de jeunes aussi qui nous regardent. Et puis, alors, ça... Ensuite, il faut assumer de la porter. Ça demande quand même une personnalité. Parce que c'est quand même. C'est une très statutaire. C'est pas une montre d'introverti. Oui. Votre humble serviteur. Je peux la porter parce que je suis plutôt extraverti. Toi, t'es extraverti ou introverti? Plutôt introverti, mais bon, j'ai des montres d'extraverti. Tu deviens de plus en plus extraverti, ça, c'est tout à ton honneur. Et puis, tu peux avoir un peu plus davantage peur. Mais ça n'empêche que. Le prix que tu m'annonces est très bien positionné, c'est une pièce magnifique, qui a tout son intérêt, mais ce type de petite pièce, c'est aussi pour ça que... Ça, franchement, moi, je pourrais l'acheter, cette montre. Et c'est pour ça que je l'ai mise aussi dans la sélection. Tu vois, alors, on va voir, on a vraiment des pièces qui sont très très belles, pour pas dire exceptionnelles, mais ça ne veut pas dire que quand tu as une âme pour l'horlogerie, tu ne peux pas acheter de montre si tu n'as pas un gros budget. Tu vois, pour 400 euros, tu t'achètes une pièce qui, à titre de comparaison face à une montre moderne, tu as beaucoup plus de particularités qui sont sympas. Tu n'as pas besoin d'énormément d'argent pour te faire plaisir et avoir une pièce de fou. Ouais, on va faire des réels sur Instagram. Allez suivre l'Insta Autogrande parce que je vais faire des petits réels là-dessus. Franchement, ça c'est pour le prix, c'est juste fou. Et les gens aujourd'hui, c'est ce qu'ils veulent. C'est pour ça que
petites pièces, ou en tout cas des pièces avec des estimations assez mesurées, montent de plus en plus parce que les gens, ils se font plaisir. Et pour le prix, ils se rendent compte que niveau qualité-prix, c'est juste dingue. Bah, on y reviendra après sur Instagram dans un réel. Ok, bah, On va magnifique, rester sur là tu me Gégeur. fais plaisir. Là, je t'ai sorti quand même 4 pièces Classique. qui, pour moi, ça Incroyable. représente vraiment la golden era du Gégeur moderne. Donc, on va commencer avec une Reverso. C'est une édition limitée. C'est une Duophase avec le Night and Day. Et ça, franchement, c'est incroyable. Tu vois, Gégeur, quand même, niveau complication, niveau. Donc, la démocratisation de la complication horlogère, ils sont quand même bons, tu vois. C'est un tout petit peu épais, mais il ne faut pas oublier quand même que tu as 2 cadrans, tu as différentes complications. Tu as vu le travail sur le cadran, le guillochage. C'est beau ça. Hein. Ouais. Le centre avec, tu vois, avec un style clou de Paris. Ouais, c'est magnifique. Un reverso. En plus, c'est une série limitée celle-ci. Ouais, c'est une série limitée. Alors, ce qui est quand même assez amusant avec celle-ci, la base de la Reverso, tout le monde connaît, c'était les joueurs de polo de l'armée anglaise qui cherchaient une montre qui ne se casse pas pendant leur partie de polo. Donc une montre toujours dans la continuité de Tool, etc. C'est pour ça que je suis passé de la type militaire à cette Reverso. Et là, niveau Tool Watch, t'es un peu à côté. Tu vois, t'as une double face, t'as des complications. Mais c'est quand même l'esprit Gégeur avec la complexité, la qualité des mouvements, c'est vraiment génial. Ouais. Ça, c'est vraiment le top. Hop, et celle-ci, elle a fait beaucoup d'émules. Ah, ça j'aime beaucoup. Ouais. Là, pour l'instant, les deux que je préfère, hein, c'est deux Gégère. Et Gégère, ça revient à la mode. Ben, on a eu Cartier qui est revenu à la mode très fort. Ouais, et Gégère aussi, parce qu'au final, tu as des complications Aussi, ouais. pour des prix. C'est une montre en or rose. Elle a son set complet. On est à 5 000 € d'estimation basse. Wow. 5 000 €. Ouais. Tu vois, c'est une estimation. Voilà, même toi, tu t'es bluffé. Il faut que vous voyez ma tête là. Et c'est vraiment une montre qui est géniale. Tu as une réserve de marche, tu as un calibre automatique, tu as un guichet à quantième, tu as un mouvement qui est super beau, et tu as de l'or rose, tu vois. Regarde ça. Et tu as un boîtier complètement en or rose? Ouais. Regarde. Pour seulement 5 000 €? Ouais, et avec un set complet. À sa sortie, je sais pas combien elle coûtait. Oh, c'était dans les 15 000 €. Donc tu vois l'intérêt aussi d'acheter du vintage. Tu penses qu'elle peut partir à combien celle-ci? Vu que ça revient à la mode et vu qu'elle a son set, je dirais entre 8 et 10 peut-être. C'est magnifique ça. Et le mouvement est quand même assez sympa. Comment tu vas, franchement, entre nous, comment tu vas acheter du neuf quand tu as ça? Quand tu as ça, pour, on va dire, allez, je vais être ambitieux, 8 000 €, même 8-9 000 €. Comment veux-tu, à partir du moment où elle est bien entretenue, elle est full set, comment tu veux dépenser 25 000 dans une référence moderne, équivalente par exemple, voire beaucoup plus d'ailleurs, alors que tu as pour quasiment 3 fois moins cher la version vintage avec du charme. En plus, elle n'est pas très vieille. Ah non, ça c'est la fin des années 2000. Ouais, exactement. Ouais, c'est ça. La fin de la période de chez Gégeur. En plus, tu vois, en la remontant, la réserve de marche, tout marche super bien. Et c'est super. Beau, ça. Et en fait, l'intérêt, c'est aussi un peu comme dans les bagnoles. C'est hyper beau. Tu achètes une bagnole neuve, tu ne l'as même pas encore démarrée, elle a perdu de la valeur. Par contre, tu achètes d'occasion, tu as déjà eu la décote. Et donc, du coup, tu ne payes pas le prix réel parce que c'est une donnée relative, mais tu payes un prix. Il y a déjà eu le coup de bambou là. Donc, exactement. Mais là, mais au poignet, c'est vraiment. Attends, je vais la mettre. C'est du 37-38, mais vu qu'elle est assez fine. Ah, mais ça, j'ai d'autres projets en ce moment, mais. Ah, mais moi, je craquerai complètement, tu vois. Ouais. Mais ça, je craquerai. Mais il faut que je vende mes Rolex, les gars. Mes Rolex modernes, que je ne mets plus beaucoup. Ah, mais c'est génial. Et en plus, comme tu as vu le mouvement, tu as des codes de Genève, même sur la masse oscillante. Tu as quand même un petit travail dessus qui est sympa. C'est hallucinant. Mais le vintage, moi, je regarde plus que le vintage quasiment. Enfin, faut pas que je dise ça, parce qu'après les marques vont plus m'inviter à dire. Non, mais en fait, c'est des plaisirs différents. T'as pas le même plaisir en portant une vintage qu'en portant une moderne. En fait, avec une vintage, tu as envie de mettre des belles vestes, des belles cravates, de boire un bon vin. C'est très lié à la gastronomie, je trouve. Oui, et la finesse d'esprit. La finesse d'esprit aussi. Après, t'as du moderne. L'art en général, les tableaux, les vieux meubles. Après, t'as du moderne. T'as le moderne super sympa. Alors, bon, là, j'ai que des exemples parce que c'est ce que j'ai regardé ce matin, mais de très très haut de gamme. Tu prends du Lange Saxonia. Oui, mais regarde le prix aussi. Oui, bien sûr.
Mais même mais le rapport, après c'est mon point de vue avec l'expérience que j'ai maintenant, le rapport prix-plaisir. Il est. Bon, en tout cas, je défends ma paroisse. Prix-plaisir, bah non, moi je travaillais pas pour toi Non. et j'ai aucun intérêt si tu veux à faire ça, mais je reconnais que. Puis la finesse aussi, regarde. Ah, c'est formidable, moi j'adore. Non, c'est beau, c'est magnifique. Ça, franchement, la personne qui a envie de se faire plaisir, qui a les moyens, c'est incroyable. C'est ma préférée aussi pour l'instant. Ouais, vraiment, c'est une pièce. Je pense qu'elle va déchaîner. En plus, ce qui est cool, c'est qu'elle a toujours. Bon, c'est vraiment sur les vintage où c'est toujours un petit truc à vérifier. Elle a la couronne qui est encore siglée Geiger. Bon, le bracelet est un petit peu abîmé. Mais c'est pas grave, tu vas chez ABP ou même chez Geiger, tu mets un beau bracelet. En plus, tu choisis la couleur que tu veux. Mais non, c'est avec les vis bleuies, c'est génial. Le fond de boîte, là. Et en fait, ce qui est très sympa, c'est que alors, la masse oscillante, elle a un petit cerclage en or, 22 carats, tu sais pourquoi? Pour une question de propriété. Ouais, en fait, vu que l'or a une densité atomique plus élevée, bah, ça permet de faire déplacer la masse oscillante plus facilement. C'est pour ça, notamment chez certaines marques premium ou haut de gamme, quand tu as des calibres à micro-rotor, le micro-rotor il est en or. C'est pas fait pour être jeu. Je sais pas qu'il y a les masses qui sont en or aussi. Ouais, c'est exactement pour ces propriétés-là. La Octadivine aussi, que on avait regardé en décembre, c'était la même chose. Ça, c'est hyper sympa. Hein. Ouais. Wow. Et ça, c'est aussi très très cool. Encore sur du Geiger. Master géographique. Alors là, pour le coup, c'est vraiment le jeu de bracelet qui a changé. Mais tu as la boucle double déployante, déployante qui est assez sympa. Et c'est un peu une réinterprétation de la World Time, c'est-à-dire que tu as les aiguilles avec la seconde pour l'heure locale, tu as une réserve de marche, tu as toujours le quantième, et là, tu as une ouverture à 6 heures avec un petit cadran, et suivant la capitale que tu mets, tu vois, ça te donne l'heure sur un autre fuseau horaire. Tu vois, c'est génial. C'est fou. Et tu vois, cette pièce à complication, ça vaut 2-3 000. 2-3 000. Ouais, si j'ai pas de bêtises, c'est 2-3 000. Après, celle-ci, elle n'a pas de boîte, elle n'a pas de papier. Mais les prix, ils augmentent, ils stagnent Sur Geiger, pendant très longtemps, ça coûtait pas très cher. Parce que c'était une marque qui avait une double connotation. C'était une marque un peu de personnes âgées, tu vois, un peu pour revenir sur les voitures. Un peu la comme Cartier, elle l'était aussi avant toute la hype actuelle. Alors, c'était avant la hype actuelle. C'était très vieillissant. Hein. C'était la marque des grands-mères. Voilà, de mes mères. Des grands-mères, ouais, de mes mères. Ou la marque. En fait, Cartier, c'était sans dénigrer, hein, mais c'est la vérité. Cartier, il y a 10-15 ans, c'était la marque de la grand-mère, manteau en vison, très traditionnel, avec le manteau en vraiment vison, etc. Ce qu'on appelle le old money. Le old money français. Le old money français. Très discret. Très discret, mais aussi commerce, aussi les gens qui ont réussi, qui ont eu des boutiques, tu sais, avec des Santos, or acier. Exactement, or aussi. Il y avait ce côté vison un peu chaud. Il y avait les deux. Et aujourd'hui, il y a une hype incroyable, les jeunes adorent. Ta génération, moi je suis un peu plus vieux que toi, mais ta génération, ils adorent. Et même, alors c'est très drôle, mais les générations plus âgées, par exemple ma mère, qui a un âge respectable, elle a toujours aimé un petit peu Cartier, la Tank notamment, parce que c'est ultra connu. Mais tout ce qui est Santos, elle en a eu une avant que ce soit à la mode, mais ça revient vraiment où on se dit, vu qu'on en voit beaucoup, on recomprend un petit peu le génie, on recomprend la beauté de la pièce. Tu vois. Et donc ça, c'est très cool. Du coup, c'est la Master géographique. Celle-ci, c'était la première série. Donc ça pâtissait quand même, comme je te l'ai dit, d'une image un petit peu surannée, un petit peu dépassée. Et tu as eu aussi quelques légers soucis de fiabilité. Alors pas que sur le Master géographique, et ça dépendait des séries. Et c'est pour ça qu'ils ont sorti cette série plus récente, qui est la réinterprétation, avec une évolution du calibre, remis à jour, etc. Celle-ci, elle a la double déployante. Donc toujours le même système, tu vois. C'est très sympa. Tu as la réserve de marche, tu as le quantième avec le Night and Day. Franchement, c'est génial. Cadran 369. Et, mais quand même, Geiger, ils font des mouvements qui sont assez sympas. Tu vois, on a un fond transparent. Toujours avec cette histoire de petit cerclage d'or dans la masse oscillante pour l'alourdir. Tu as les vis bleuies. Ouais, les Master Control, ils les ont un peu affinés depuis. Ouais. Mais moi, ça me dérange pas. Tu vois, c'est une montre qui est à la fois un peu comme les Memovox vintage. J'ai failli en acheter une de Master Control neuve.
C'est un génial. cadran bleu, ouais, j'ai failli en acheter une. Ouais. Les prix ont augmenté, je crois, mais étaient assez corrects. Je crois que les Master Control, t'en trouvais il y a encore 3-4 ans, 8 000 € neuves en acier. Quoi. Ce qui, pour une montre à complication, c'est pas énorme. Même en neuf. Et du coup, oui, ce qui est très sympa sur ça, c'est bon, elle est un petit peu épaisse, c'est vrai que les nouvelles sont un peu plus fines, mais tu as le côté un peu habillé de la montre Jaeger classique que ton père pourrait avoir, mais avec cette épaisseur, ce côté un peu tu vois, sportif, un peu mastodonte. Et tu vois, au poignet, c'est génial, tu vois, regarde. Hop. Je vais envoyer à Stan, un abonné que j'aime bien. Attends, je vais lui envoyer cette petite Jaeger. Tu vois, c'est génial. Un tout petit peu épaisse, mais parce que j'ai des boutons de manchette. Mais tu vois, c'est génial. Et ça, c'est quoi l'estimation, enfin, que quelqu'un se projette? Si je dis pas de bêtises, elle a le set complet. On est entre 4 et 6. Okay. Pour une montre qui est assez récente, set complet. En plus, c'est la complication, tu vois. C'est une réinterprétation du World Time. C'est très, très cool. Moi, c'est ça. Hein. Ça, c'est génial. Donc, je suis un peu en grand angle, les amis. Ne me dites pas que les montres, vous ne les voyez pas. Parce que je rapproche, mais je suis en grand angle. En plus, l'or rose aussi, ça revient à la mode. Parce que c'est une teinte qui est un peu différente, un peu plus subtile, sophistiquée. Ça, vraiment. Tu vois, si j'avais de l'argent j'hésitais entre investir et dépenser. J'irais plus dépenser parce que je n'ai pas l'envie de revendre. Mais ça, tu vois, je me prendrais. Là, pour l'instant, de ce que tu m'as montré, ce ne sera pas les Rolex. Hein. Ce serait ces deux montres. Là, je t'achèterais les deux. Et vraiment, j'enchérirais pour les deux. La réserve de marche, pour moi, ça c'est vraiment Golden Era de Jaeger. C'est assez fin, c'est beau. Tu vois, le mouvement, il est assez joli. Cette boîte en or rose, t'as vu le cadran? Un peu crème, argenté. Non, mais c'est génial. Et surtout pour ce prix-là. Alors, comme tu sais, j'aime beaucoup Rolex aussi, mais tu vois, pour le prix d'une Datejust, t'as une montre à complication en or rose. Tu vois, c'est... Ouais. C'est aussi pour ça que Jaeger... Tu me diras combien elle est partie, celle-ci. Ouais, c'est pour ça que Jaeger, ça revient aussi à la mode. C'est parce que tu as autant de montres pour ce prix-là. Bon, alors ça, pour finir un peu le chapitre des montres un peu sport, habillé, avant de partir sur Ne partez pas, les amis. Après, il y a des bonnes choses. Avant de partir sur Jonka Island. Alors, je t'ai amené ça quand même pour... ne partez pas. C'est pas si inintéressant que ça. Bah, c'est pour ça que je te la présente. C'est même très... Alors, c'est sympa parce que c'est un petit collector. C'est une Royal Oak Offshore, modèle Shaq. Donc, je ne savais pas du tout qui était Shaq. C'était un... Shaquille O'Neal, c'est un basketteur. De la NBA, c'est ça? Ouais, c'est un grand basketteur des années 90-2000. Alors, vu que moi, je ne suis pas un grand féru de basket, il y a eu cette pièce limitée à 960 exemplaires. Donc, tu vois, c'est quand même assez sympa. Et ce qui est très drôle, c'est que, tu vois, on a un boîtier qui est massif, il fait plus de 47 mm de mémoire. Tu démontres, du coup, le fond de boîte. Tu vois que le mouvement, il est plus petit que le rond ici, tu vois. C'est le calibre chronographe assez classique de chez AP. Mais tu te rends compte que la boîte a été vraiment surdimensionnée. Et c'est vraiment, tu vois, dans l'esprit du sportif, j'ai regardé, c'était quand même quelqu'un de très grand. Ah oui, bah, c'est un basketteur. Il était très, très imposant. Donc c'est vraiment comme si on avait fait une montre, ce qu'on appelle une pièce de commande, tu vois. Quelle taille il fait, dites-nous en commentaire. Mais c'est c'est lui qui a dû aider à développer le truc. Ils font aujourd'hui AP des gros diamètres comme ça sur de l'offshore? Pas autant, mais il y a toujours des gros diamètres. C'est quoi? Ça va être 45 maintenant, pas plus. Ouais. Hein. Et là, tu es à 48, presque 50, tu m'as dit. Ouais. C'est hyper gros. Mais là, ton poignet, rapidos, là. Même, tu vois, si on veut faire une Agnelli, tu sais, le patron de Fiat. Une Agnelli sur la chemise. Même sur le... Alors là, t'es prêt à bosser dans l'automobile en Italie. Elle a les papiers. C'est une montre qui est assez intéressante niveau collection. Et surtout, ça nous ramène au fait que Audemars Piguet, c'était une très vieille marque horlogère. Pendant très longtemps, ils acceptaient ce qu'on appelle les pièces de commande. Donc tu te faisais faire une montre sur mesure. Tu te disais, bah non, je veux un boîtier plus gros, je veux ça. Tu vois, on te le faisait. Et là, c'est vraiment cette tradition-là qui est de retour. C'est une pièce qui a été totalement pensée pour le marché américain. Peut-être moins pratique qu'une Audemars Piguet Royal Oak standard, mais démonstrative, imposante, sportive, ultra virile, presque caricaturale. Et c'est pour ça que les gens ont apprécié ce modèle. C'est vraiment plus la période où Ben Amias se dirigeait. C'est l'occasion d'acheter une AP aussi à Royal Oak, pas trop cher. Ah non, ça c'est estimation basse, 12 000 €. Voilà. C'est l'opportunité aussi d'avoir le mythe aussi, même si c'est une offshore, donc elle est plus grosse,
mais d'avoir la Royal Oak. Et tu vois, ce qui est très drôle, c'est que vraiment tout est surdimensionné sur cette montre. Tu as même le joint d'étanchéité, tu as vu? Ouais. C'est un gros boudin, tu vois. Mais non, c'est la quintessence, tu vois, de la Royal Oak Offshore. C'est la offshore à l'américaine. Ouais. Mais à l'époque, en plus, où Ben Amias était PDG d'AP, où tu vois, il a essayé de jouer beaucoup sur le marché américain. Oh oui, avec ses les partenariats, artistes. Jay-Z, etc. Il y a encore 20-30 ans, dans les années 80, tu en aurais dit on va faire des partenariats avec des rappeurs un peu ghetto. Audemars Piguet, très vieille marque, assez conservatrice. C'est pour ça a été un génie, Ben Amias, dans ce sens-là. C'est vrai que Ben Amias, il faudrait qu'il aille chez certaines maisons horlogères qui ne vendent pas beaucoup de montres et qui ont une image vieillissante. Je ne dirais pas qui, mais c'est sûr qu'il pourrait twister la marque. Il a twisté la marque, ce qu'on appelle twister la marque. On peut lui reprocher certaines choses, notamment d'avoir tout joué sur la Royal Oak ou sur certaines pièces qui sont aujourd'hui un peu surcotées. Oui et non, tu vois. Enfin, surcoté, c'est très relatif, mais on ne voit plus qu'elle. En attendant, il a fait exploser Audemars Piguet. Aujourd'hui, tout le monde connaît. Après, ça coûte combien une AP Royal Oak en acier aujourd'hui? C'est quoi? 30 000. C'est 30 000. En automatique, avec 35-36 mm, c'est dans les 30 000 euros. 30 000 euros, t'as pas de complications à part la date. 3 aiguilles date. 3 aiguilles date. Donc c'est quand même... Mais ils en vendent, donc je pense que c'est un génie aussi du marketing. Ah oui, par contre, c'est pour ça il a fait des choses extrêmement osées. C'est ce que je dis toute la journée, c'est que ce que beaucoup de gens ont oublié dans l'horlogerie, c'est que savoir faire des montres traditionnelles, exclusives, avoir une histoire, c'est une chose. Savoir les vendre, les marketer et les vendre, c'est une autre. Il y a le savoir-faire et le faire savoir. Donc lui, le faire savoir, c'est quand même un ponte. Hein. Et tu regardes, là, on va... Donc, du coup, je vais te... Je la garde dans les mains parce que ça, tu risques de bien aimer. Joncaille en or. C'est exactement ça, c'est vraiment tout ce qui revient à la mode, ce qui en plus est assez contradictoire avec tout ce qu'on a pu dire par rapport aux montres qui sont dorées, tu vois, les choses assez ostentatoires. Bon, certaines sont très démonstratives, mais d'autres... Ouais, ça on en parlera après. Ouais. Mais ça reste quand même du luxe et de la démonstration discrète, tu vois. Et tu vois, pour ça pèse son pesant d'or. Pour boucler sur AP, tu vois, ça c'est une période, ce qu'on appelle une pièce de forme, tu vois, pièce de design, c'est une coussin télé. Approche-nous, c'est très sympa. Voilà. Tu vois, tu as un calibre extra plat, Audemars Piguet. Un design très années 70, 60, 70, 80. Ouais. Ce qui est sympa, tu vois, avec ce bracelet en plus qui est... magnifique. Ah, il est génial. Extrêmement fin. Le cadran noir, façon laqué ou en pierre, le logo AP, c'est une montre qui est très discrète, tu vois. Et pourtant, le dessin, il te captive. Le boîtier, c'est un boîtier en plus en 3 parties. Donc tu retournes, tu as 4 petites vis. Ça déclipse, comme ça tu peux changer le bracelet parce que le bracelet est intégré à la boîte, comme certaines vieilles Jaeger. Et là, tu as une capsule que tu déclipses et tu as le calibre extra plat. C'est vraiment un boîtier en 3 morceaux. C'est assez complexe et c'est super beau. Ça aussi, ça revient, c'est dans la continuité des pièces qu'on dévoile. Toutes ces pièces de forme un peu habillées, qui font très vintage, ça plaît beaucoup. Ça revient, parce que même les marques aujourd'hui modernes font des pièces de forme. AP avec la remaster, ils en ont fait pas beaucoup, ils en ont fait très peu, mais ça s'est vendu très vite. Et tu vois, comble du chic, tu as la boucle en or blanc, et tu as surtout ça qui est très sympa. La petite pochette de service d'époque Audemars Piguet, ça c'est super sympa. Vraiment, tu as l'esprit avec la petite boucle. Dans la description, pour participer à la vente, c'est dans la description, comme d'habitude, comme les précédentes En plus, vidéos. ce qui est sympa, c'est que cette vente, c'est la première vente horlogerie qu'on va inaugurer chez Gros de Lettré dans leurs nouveaux locaux rue de Bérite. Donc c'est des nouveaux locaux qui sont... Mais j'y suis pas allé. En fait, ils sont en train de les refaire. Et on a par contre une salle d'exposition qui... Faudra que tu m'invites, j'y suis pas allé encore. Tu viendras, t'inquiète pas, tu seras invité à l'exposition et à la vente, comme d'habitude. Et tu vois, regarde ça avec ton costume, c'est parfait. Et en plus, vu que c'est très plat, au confort, tu as un confort qui est exceptionnel. C'est très très... Tu la sens pas. Non. Tu la sens pas du tout. Et t'as vu le look est quand même incroyable. Et l'or blanc, c'est quand même très très chic. C'est quoi la personne qui regarde la vidéo, l'ordre de prix, voir s'il veut se positionner L'ordre de prix, c'est très simple. Avec cette pochette, avec cette condition-là, pour moi, cette montre, on l'a mise entre 2 et 3 000 euros. T'as un mouvement manuel, manufacture. C'est beaucoup, hein. C'est rien, tu vois. Vache. Après, moi, mon but dans les montres... Mais c'est le prix de départ ou c'est... C'est le prix de départ, ouais. 2 000 euros, c'est le prix de départ.
Après, l'estimation, tu as l'estimation après. Oui, c'est entre 2 et 3 000 euros. Je pense qu'elle va faire dans les 3 000 parce que ces pièces-là, vraiment, elles reviennent à la mode. AP, ils n'en produisent plus. Tu as un look qui est très connoté, mais qui est tellement. Tu vois, c'est un charme et un charisme. Moi, j'adore. Tu vois, même avec mon costume, ça irait très bien. Tu vois, les tons, c'est. Toi, c'est ton truc. Ah ouais, moi, c'est tout à fait mon truc. Ah, je vois, t'as des... Ouais, non, on voit les étoiles dans les yeux, là, vous mais parce que voyez ou c'est pas simple, en fait, allez, quand bien même elle fait 3 500 voire 4 000 euros, même avec les frais. Trouve-moi une pièce équivalente, hors blanc, cadran, tu vois, cadran noir laqué, avec un beau mouvement d'une marque quand même prestigieuse. Audemars Piguet, ce n'est pas rien. Ces pièces-là, elles sont ultra compétitives. Ouais, c'est hyper sympa cette collection. Ouais. Ça vient de multipropriétaires, hein. Ouais, On n'a pas dit en préambule, mais... Il y a des collectionneurs de montres, des fois il y a des professionnels aussi qui veulent jouer le jeu des enchères, des collectionneurs, aussi des gens qui ont eu une pièce pendant une vie, qui ignorent complètement la valeur ni l'histoire de ce qu'est la montre. On a eu quelques cas sur ces pièces-là. On a fait des vidéos incroyables aussi sur Omega, tu te souviens? Ouais, ça, on a fait des vidéos. Je vais essayer de les mettre dans la description pour aller voir les anciennes. Si vous tombez sur cette vidéo, on se remettre un peu dans le contexte. Voilà, se remettre un peu dans le contexte. Mais c'est hyper sympa. Ça, c'est vraiment la grande tendance. Cartier trapèze. C'est une pièce qui est assez rare. Elle a un fermoir déployant en or. Et surtout, tu vois, c'est une tank. Du coup, avec cette charnière, cette excroissance charnière. Tu vois, c'est assez chic, avec le cadran guilloché. C'est une pièce qui est assez peu connue du marché. On sait qu'il y en avait eu une qui avait été vendue, mais qui était en or blanc en France. Elle n'existe plus? Elle n'existe plus. Le catalogue, ouais. Peut-être qu'elle Bon, va être c'est années rééditée. 60, c'est années 60, 70, tu vois, c'est très chic. Quel patrimoine, ils ont, Cartier. Et tu vois, alors ça reste quand même à un certain prix, mais on a une estimation entre 4 500 et 5 500 euros. Donc tu vois, pour une pièce qui est quand même très exclusive, d'une grande manufacture, avec un mouvement manuel, un cadran guilloché, c'est des pièces qui sont assez compétitives. Hyper sympa. T'as une tank? Ouais, alors ça, c'est très drôle, tu vois, parce que dans la vente, tu as regardé un peu le catalogue, tu as dû voir qu'il y avait de la Datejust, mais j'en ai pas mis une seule dans le plateau. Ouais, je me suis demandé pourquoi. C'est pour ça que je t'ai dit, est-ce qu'il y a toutes les Rolex? En fait, c'est fait exprès, je vais t'expliquer pourquoi. Dis-moi. En te montrant cette petite pièce. Ça, en tout cas, chez les dames, même chez les hommes, c'est ce qui commence à, d'une certaine manière, à remplacer la Datejust. Je ne dis pas qu'on n'en vend plus, je ne dis pas que les gens n'en cherchent plus, mais souvent, quand tu avais la vingtaine, 18 ans, quand tu étais jeune et que tes parents voulaient te faire, tu sais, le premier beau cadeau, le premier beau bijou, que ce soit les femmes ou les jeunes hommes, ils pensaient à une Rolex Datejust parce que c'est connu, c'est beau, ça se porte facilement, tous les jours, les gens y connaissent, allons-y, tu vois. Et ben les gens maintenant commencent de plus en plus, que ce soit dans ma génération, même un peu plus jeune, au lieu de demander une montre Datejust, Rolex, ou soit une Lady Datejust, de plus en plus les gens demandent une tank. Et tu vois, ça c'est vrai. Ce qui est, en tout cas dans l'esprit commun, ce qui remplace la Datejust, maintenant ça commence à être la tank, toutes ces pièces. Comment t'expliques ça? Moi j'ai mon explication. Mais parce que pendant plus de 20 ans, alors même si les Datejust à une époque ça valait pas grand chose, Rolex a toujours été connu, ça a toujours été très connoté. Ça a explosé à partir des années 2009-2010, notamment avec la célèbre phrase de Seguela avec... si t'as 50 ans, t'as pas une Rolex, t'as raté ta vie. Ouais. Alors c'est vrai, c'était un autre contexte, les Rolex coûtaient moins cher, mais bon, on va pas refaire le débat. Pendant très longtemps, on a eu cette influence du marché de la population, où la Rolex, c'est quand même la montre de tous les jours qui est géniale. Et ça reste. Aujourd'hui, tu as une Datejust 36, tu as une myriade de cadrans et de variantes qui sont très cool. Tu as une montre qui est assez chic, qui est fiable, qui tient bien dans le temps. Mais les gens, au bout d'un moment, ok, ils ont compris et se sont dit, est-ce que pour le même prix, on ne peut pas avoir autre chose qui soit tout aussi bien, mais qui soit différent? Et quand tu vois qu'une tank, il y a encore un an ou deux, ça valait 2-3 000 euros, tu payais moins cher, tu avais une montre qui était en or, d'une grande manufacture et en plus française. Mais tu as tout ça fait que niveau rapport qualité-prix et intérêt, ça fait que la question se pose, tu vois. Bah, c'est vrai que Rolex, Datejust, moi je me souviens, j'avais une copine qui a Bon, après, c'est dans certains milieux. Hein. Oui. Là, on offre à 18 ans au bac une Rolex, je me souviens, à l'époque, on était dans le 16e, on est assez bourgeois, etc. Mais c'est vrai qu'on lui avait offert pour ses 18 ans une Rolex Datejust, cadran argenté en 36, et ses amis aussi.
Et c'était quelque chose qui se faisait beaucoup, d'offrir. Et t'as raison, c'est drôle, c'était vraiment la Datejust. C'était pas l'OP, c'était la Datejust. Et maintenant, dans le même type de milieu, je vois beaucoup du quartier. Parce que bon, Rolex, c'est difficile à avoir, ça coûte cher, et puis c'est très connoté. Oui. Et les gens, ils ont aussi envie d'autre chose. Ils ont envie d'autre chose, ils sont un peu lassés. Ouais. On parlait de GMT, de Daytona, même si. Puis t'as une clientèle pas forcément top aussi qui a porté beaucoup Rolex. Comme tout, tu comme vois. Tout, mais oui, comme tout, mais tu prends par exemple la télé-réalité. Tu regardes une émission de télé-réalité, ils sont tous. Moi non plus. Imaginons. Mais ils sont tous avec des GMT, Pepsi, etc. Ils n'ont pas encore, tu vois, avec le retard, etc. C'est arrivé. Ou Dubaï, etc. Tous les clichés qu'on véhicule. Après, alors que tu vois, la Cartier, elle reste plus élégante. Ouais. Elle n'est pas arrivée. Ça arrive un petit peu. C'est à la fois très connu. C'est ça aussi le paradoxe notamment de la Tank. C'est une pièce qui a toujours été très connue. Il ne faut pas dire que personne ne connaissait. Ça a toujours été très connu. Mais, quand bien même c'était pas cher, les gens n'achetaient peut-être pas forcément parce qu'ils n'avaient pas la culture. Tu vois. Oui, c'est une pièce comme d'initié. Enfin, un minimum. Oui, parce que, allez, pour le même prix, tu avais une Rolex Datejust, tes manches dénudées, tu vois une Datejust. Ah, c'est une Datejust, c'est une Rolex. Ah, donc, j'ai réussi, il a de etc. l'argent, voilà. Tu as une Cartier Tank des années 60-70 avec un calibre Jaeger ou Piaget. C'est beau, mais tu l'as piqué à ton père ou à mon grand-père, on avait une aussi à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, ça revient. Et il y a aussi une théorie, alors un peu plus farfelue, mais qui est la mienne. Aujourd'hui, on est quand même dans une. Sans vouloir faire de politique, hein, mais on est dans une crise qui, quand même, touche le globe entier, qui touche beaucoup de tranches de la population, même des personnes aisées. Et aujourd'hui, mettre de l'argent dans une pièce assez sobre, une Cartier Tank, c'est quand même d'une simplicité évidente. Une pièce en or qui est un luxe discret, qui est un luxe d'initié. Pouvoir acheter ça et porter ça, c'est se dire aussi, ça nous rassure. On peut l'avoir, on l'a, donc il y a ce côté aussi très rassurant. Et ce qui est très cool avec Cartier, cette pièce-là, c'est quand même pour une Tank de dame, voilà, sans fermoir en or, c'est une très belle référence, c'est une 78 087, c'est quand même 4000 €. Mais pour les personnes qui n'ont pas 4000 € à mettre dedans, tu as la Must, qui est quand même si c'est de l'argent vermeil, ça reste une pièce très cool. Et c'est pour ça qu'aussi les prix des Must explosent, parce que celle-ci coûte beaucoup plus cher. Donc les gens se rattrapent avec le Must. C'est ça qui est assez sympa avec Cartier aussi. Et non, tu vois, bon, ça... Faut que je me mette avant de démontrer. Tu vois, même pour un homme, tu vois, alors c'est un petit peu petit, mais quand tu as des tout petits poignets, tu vois, quand tu es un homme avec des poignets de 15 cm, tu n'as pas besoin de plus. Et ce qui est très cool avec la Tank, c'est que, comme tu l'as vu, il y a la trapèze, il y a ça, il y a les tanks chinoises. Bon, il y a ça aussi qui est très sympa. C'est Tank américaine, chrono reflex. Alors, on va faire pleurer les puristes, c'est une montre quartz, mais c'est quand même super sympa. La Tank américaine, elle est assez connue avec cette forme curvex, tu vois. Alors, le chrono reflex, c'était un mouvement chronographe qu'on retrouvait chez Cartier, qui était assez intéressant pour l'époque. Alors là, c'est très drôle, tu vois, j'ai expertisé il y a quand même un mois. La batterie, elle est bien. Et là, quand l'aiguille du chrono, elle se met comme ça veut dire que la batterie commence à descendre. Ce qui est intelligent, parce que souvent, avec les montres quartz, ça fonctionne plus quand la batterie elle est vraiment déchargée. Là, la montre comprend que l'autonomie baisse, elle te l'indique. Donc ça, c'est super bien. Donc, heure, minute, seconde classique, quantième, chronographe. Et c'est super sympa. T'as vu ce bracelet en or, ça, c'est extrêmement chic. Et ça revient un peu à la mode ou moins la Tank américaine, ouais, en fait, toutes les tanks, il y a vraiment... Alors que c'était complètement désuet et dépassé il n'y a pas longtemps. Hein. Ah non, il y a encore quelques années. Il y a quelques années, personne n'en... C'était la montre du vieux beau ou de l'italien et connaisseur en horlogerie. Non, mais c'est ça. J'adore tes punchlines. C'est comme ça, c'est par exemple quand tu regardes l'Instagram de Goldberger, des tanks américaines ou des vieilles Cartier, il a que ça, parce que c'était des pièces vraiment d'initiés. Et là, tu as... Le vieux beau niçois dans la décapotable, avec les chaînes au cou, etc. C'était un peu le cliché. Mais aujourd'hui, il y a des dandys qui en mettent et c'est devenu beaucoup plus raffiné. Soit le grand-père qui a 18 le vieux carats. Costume, un 18 carats, avec la boucle double de dépendance, ou la personne un petit peu âgée, toujours bien habillée, mais avec le style des années 70. Et aujourd'hui, ça revient. Et c'est vrai que c'est super sympa, tu vois, au poignet, si tu peux la passer. Je ne peux pas la passer. Ah, dommage. Mais franchement,
J'aimerais les amis. Cette forme curvex, c'est super. J'aimerais vous la passer. Je ne peux. Ok. Bois un coup d'eau si t'as soif. Non, tout va bien. Alors, on parlait d'élégance discrète, on parlait de ce chic très raffiné, très fin qu'on avait chez Cartier. Cette sophistication dans le sens presque noble du terme, tu vois. Bon, alors, on la perd un peu ou pas là? Alors, on la perd, c'est un grand mot, mais Cartier, c'est aussi des pièces, comme toutes les marques, elles s'adaptent en fonction des clientèles, des marchés. Là, on est dans une pièce beaucoup plus démonstrative. Donc, c'est une Pacha chronographe. Le poids, c'est dommage que tu n'aies pas de balance. C'est vraiment là. C'est dommage que tu n'aies pas de balance, mais là, on est quasiment à 300 grammes. Ah oui. Si ce n'est plus. Alors, c'est pas des rayures, malheureusement. Ah si, c'est un tout petit choc, malheureusement. Ça, je le mettrai pas. Merci. Donc, c'est Pacha chronographe avec un bracelet or et caoutchouc. Avec des maillons centraux. On est à peu près en quelle année là, tu sais? Là, on est dans les années 2010, début 2010. Ah, je pensais moins, tu vois. Ah non, c'est relativement moderne avec. Tu vois, ce côté ça se propose en neuf encore, ça, tu sais ou pas? Ça, je pense pas. Je pense pas. Hein. C'est plus trop en l'air du temps. Après, ça peut plaire. Tu vois, avec ce super chrono. Alors, ce qui est très amusant avec la Pacha, c'est cette petite couronne, tu vois. C'est la version ultime de la Pacha. Quoi. Ouais, c'est vraiment qui a été surtout proposé pour les marchés orientaux. Oui. Tu vois, qui sont très friands de ces pièces-là, qui sont en plus grosses pièces statutaires. Exactement. Surtout Cartier, comme on l'a dit, c'est un joaillier, comme dirait Geoffroy, c'est le roi des joailliers, le joaillier des rois. C'est vraiment une pièce très statutaire, très imposante. Très très lourde, tu vois, on la ressent. Mais par contre, c'est un truc qui est très plaisant. Alors, qui est très plaisant. Quand tu expertises et que tu la regardes, c'est une montre, on voit qu'elle a été portée, c'est une montre qui a été aimée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, en tout cas, dans nos cultures et dans notre marché, ça détonne un petit peu, tu vois, on n'est pas habitué. Tu sais, ce qui est drôle, c'est que je vois pas du tout c'est pareil pour Rolex aussi, mais quelqu'un d'assez dandy, un peu rive gauche, qui va mettre des Piaget, etc., ou même des quartiers tank un peu vintage, porter ça, quoi. C'est ça qui est assez agréable aussi avec Cartier, c'est que tu vois, il propose l'art joaillier à tout le monde, que ce soit la personne un peu bourgeoise, le connoisseur, comme on pourrait le surnommer, ou la personne qui veut quelque chose d'imposant, qui est statutaire, très viril, parce que c'est quand même un diamètre très conséquent, c'est quand même un poids, c'est un poids assez lourd. Mais ça, oui, c'est un peu la Pacha ultime, qui est quand même assez rare, notamment sur le marché européen. Et c'est assez sympa. Reste chez Cartier. De toute façon, il me reste une dernière Cartier. Tu vois, c'est pour ça qu'elle tombe bien. Ça, c'est vraiment Rolex après quand on regardera là. Ça, c'est vraiment l'entre-deux, tu vois, c'est génial. Tu as à la fois ce côté un peu raffiné, mais tu as le côté très joaillier, presque démonstratif avec ce sertissage de diamant. Tu vois, c'est une Pacha Cougar, tout en or jaune, mouvement quartz. Ce qui permet d'avoir une montre très fine. Ouais. Et tu vois, c'est super sympa. C'est vrai que ça, avec un mouvement mécanique, c'est une prouesse. Ouais. C'est plus compliqué. Et ça coûte plus cher. Et puis tu vois, dans une montre bijou comme celle-ci, le mouvement quartz ne m'importune pas spécialement. Tu vois, il a sa place, il a son rôle, et il est très bien. Non, c'est une pièce qui est assez sympa. Et tu vois, on est entre la tempe que je t'ai montrée et la Pacha. Tu es vraiment dans cet art joaillier un peu fin. Ouais. Mais tu as le côté un peu démonstratif qui est très plaisant. C'est une très jolie pièce. Et tu vois, c'est vraiment... Moi, j'appelle ça une mid-size, enfin une montre mixte. Une femme comme un homme peut la porter, tu vois. Le diamètre, il est parfait. Le sertissage de diamant, ça fait peut-être... Le sertissage, ça fait un peu féminin, ouais. Mais féminin ou sophistiqué, tu vois. Ou sophistiqué. Avec une tenue qui correspond, pour un homme, ça peut être très, très, très élégant. Et ça, tu vois, c'est des pièces qui reviennent, alors que, comme on ne l'aurait pas de le dire, il y a quelques années, ça aurait été la montre d'une personne du 16e qui est d'une certaine génération. Moi, j'imagine une dame, effectivement, il y a quelques années, un manteau de vison, 90 ans. Et aujourd'hui, ça revient. En plus, ce qui est sympa, c'est que ces montres-là, les clients plus jeunes, avec leur culture moderne, ils les portent avec différentes tenues. C'est vraiment la jeunesse qui a relancé. Parce qu'ils se sont rendus compte quand même que
même pour l'estimation que j'ai donnée, une Cartier Tank, tu as une montre en or d'un grand joaillier français qui a une histoire, mais Cartier, c'est une histoire formidable. Tout ça pour un prix digne d'une Rolex en acier. Au final, ça reste quand même un rapport qualité-prix. Cette petite Datejust. Qui est très sympa. Donc c'est une Pearl Master. Pourquoi Pearl Master? Cadran Mother of Pearl, avec les index diamants. La lunette qui fait un rappel d'index diamant. Bracelet Pearl Master. Celle-ci en plus, ce qui est très sympa, c'est qu'elle est ce qu'on appelle NOS, donc neuve de stock. Elle est full set. Tu vois, la charnière, elle est encore très rigide. Wow. Ah, ça, c'est beau, ça. C'est très sympa. Neuve de stock, Pearl Master. Ouais. Tu sais de quelle année ou pas? Non, malheureusement, tu sais, avec les numérotations modernes de chez Rolex, on ne peut pas dater. Mais je pense que pour moi, elle est entre 2017 et 2020. Ouais. Et tu vois, le cadran, il est incroyable. Alors, je serais curieux du prix à peu près estimatif. Entre 15 et 20 000 euros. Okay. Pour une montre Rolex NOS. Ça, c'était une pièce qui était très appréciée et très, très, très recherchée dans le marché asiatique. Ah oui? Ah, ils adorent. Wow. Là, on est à l'intérieur, mais ça, c'est magnifique. Hein, ce Rolex or jaune, du coup. Et ça Rolex. Aussi, ça revient. Tu as toutes les Rolex, notamment les Cellini. Magnifique. Notamment les Cellini en vintage. Ah oui, les Cellini, elle n'existe plus maintenant, c'est la 1908. Ouais. Mais toutes les vieilles pièces Cellini de forme, tout ce qui était boîtier en or blanc, toutes ces pièces qui étaient considérées comme surannées ou très old money, elles reviennent comme la King Midas, tu vois. C'est fou, ouais. Il y a encore les stickers. Ouais, mais quand je te dis qu'elle est noce, il y a les stickers. Je me suis pas moqué de toi. C'est beau, hein. Ah, une Rolex en or jaune comme ça, c'est vraiment... Ouais, ah, c'est chouette, ça. C'est très, très, très sympa. Wesh. Hop. Bon, allez, pour rester sur le diamant, mais là, tu vas voir, il est beaucoup plus discret. Vacheron Constantin. Approche-toi. Tu vois, ça rappelle un peu les patrimonies. Vacheron Constantin. Ah ouais. 2 aiguilles, petit diamant dans la croix de Malte. Tu vois, ce qui est sympa, c'est que tu as la couronne encore. Couronne d'origine. Tu as le fond vissé. C'est en or 18 carats. Alors, même si c'est un petit peu effacé avec la transpiration et le frottement, on voit le double poinçon hibou. Donc, il nous dit que c'est bien de l'or 18K. Et tu vois, ça aussi, ça revient à la mode pour les hommes. Vacheron, qui est une marque quand même assez spectaculaire. Là, tu as un mouvement qui est extra plat. Tu as vraiment une montre ultra sobre, mais super, super chic. C'est beau, ça me plaît, ça. Ah, ça me plaît. C'est du 34 mm en plus, donc j'aime bien. C'est très joli. Fais voir. Si je la prenais, il faudrait changer le bracelet. Ouais, mais même ce qui est très marrant avec ces pièces-là, c'est de mettre des bracelets un peu décalés. Tu mets un bracelet de couleur. Tu vois, tu peux mettre un bracelet un peu rouge rubis. Un Havane, si tu veux regarder un côté tradi. C'est un petit diamant, hein. C'est un tout petit diamant. Ou tu mets un bracelet rouge pour faire vraiment un côté un peu plus décalé. C'est très sympa. Et ça, t'en veux combien Alors, on l'a estimé entre 3 et 4 000 euros. Donc pour une montre habillée comme ça d'une grande manufacture, c'est pas... Ça, c'est magnifique, les amis. Franchement, extrêmement distingué. J'allais dire sophistiqué, distingué. Vraiment, c'est très beau. Tu vois, le vintage... Alors, s'il y a bien une marque aussi en vintage qui revient, qui a toujours été évidemment présente, mais en tout cas dans les vieilles pièces, dans les pièces un peu atypiques, qui reviennent vraiment en force, notamment chez les jeunes, si une marque, c'est Patek Philippe, tu vois. Avec ces pièces un peu curvex. Patek, ça revient chez les jeunes, veulent du Patek là. Ouais, notamment sur les anciennes. Et tu as des prix qui sont accessibles Oui, tu as notamment... Alors, c'est un peu le procès qu'on fait à Patek, tu vois, c'est un par exemple, sur ces vieilles pièces, tu n'es pas au prix d'une Nautilus 5711, tu vois. Pour 2-3 000 euros, tu as une montre qui est... Ouais, 2-3 000 euros, c'est top. Et en plus, alors là, j'ai pas mes Il y a des marques qui plaisent pas aux jeunes. Tu vois, par exemple, je vois GP. Gérard Perregaux, malheureusement, c'est un peu... Ils ont du mal à... Pour moi, elle fait partie des belles endormies. Pourtant, ils font des très belles choses. Hein. C'est incroyable. On avait une... Je sais pas si je t'avais montré pour notre dernière vidéo, une Laureato en or gris. Je ne rigole pas, j'ai eu 15 appels de différents clients qui m'ont dit « Mais vous êtes sûr qu'elle est en or gris parce qu'elle est affichée à 2 000 euros ?» Je leur fais « Bah oui, mais malheureusement, je leur explique que c'est un peu la belle endormie de l'horlogerie et du coup...
sur certaines pièces, quand même, ça revient. Les World Time, évidemment, la Laureato, parce que Sport Chic, Période Genta. Mais en tout cas, tu vois ça. Alors, quand on est jeune, c'est vrai qu'il faut... là, c'est déjà un petit peu plus osé. Mais tu as une montre qui est quand même exceptionnelle. Le mouvement, j'ai pas mon outil pour l'ouvrir, mais j'aurais bien voulu te montrer le mouvement, qui est très très beau. Tu as des codes de Genève, le ressort du balancier, il est vissé. Tu as des anglages. Ah, on voit, c'est une vidéo où tu montres le vraiment mouvement. un artisanat horloger que tu remarques en regardant ce mouvement qui est mais somptueux. Et tu vois cette forme curvex, le verre qui est taillé, tu vas biseauter. Tu vois, ça c'est typiquement le genre de pièce que les jeunes commencent à re-regarder, alors que tu vois, là pour le coup, ça fait vraiment vintage, tu vois. C'est pas comme une tank où ça reste intemporel, là c'est vraiment très connoté. Et pourtant, quand tu le mets au poignet d'un... C'est beau ça. Quand tu le mets au poignet d'un jeune, tu vois. T'as un bon poignet toi, hein? Ouais, t'as 17 cm. Tu vois. Ah, je pensais que t'avais des poignets plus petits, tu vois. Un poignet. Ah, ça doit être bien. C'est très très bon. Bien. Si t'as comme moi, t'as un poignet rond. Ouais. Là, alors le seul regret, tu vois, pour les collectionneurs affûtés, le cadran a été restauré, mais il reste bien restauré, il reste lisible. C'est bien que tu sois honnête comme ça, que tu dises... Non mais c'est bien, je note. C'est important. Ouais, par contre, ce qui est sympa, alors en plus la signature elle correspond, pour la petite anecdote, c'est ce qu'on appelle une signature longue chez Patek. Toi, tu as écrit Patek, Philippe, Co. Tu vois. Ouais, je vous approche ça, parce qu'après vous allez vous se péter. Ça, c'est ce qu'on appelle une signature longue. Et après, tu as la signature courte qui s'appelle Patek Philippe Genève. Tu as eu différentes signatures chez Patek, tu as notamment eu la période où Czapek bossait pour Patek, où tu as eu Patek, Philippe, Czapek Co. C'est beau. Ouais. Et là, je te garde une petite pièce assez sympa. Ouais. Alors, qui est assez particulière parce qu'il n'y a rien de noté dessus. Tu vois, il n'y a pas de... Que ce soit sur le mouvement ou quoi que ce soit, il n'y a rien. Mais c'est pas parce que tu n'as aucune signature que la montre n'est pas intéressante ou digne d'intérêt. C'est une montre, c'est un cadeau diplomatique de l'Arabie Saoudite. Et tu vois, tu as une pièce de forme qui est géniale. Tu as un carré avec une lunette. On sait pas qui l'a produite? Non. Alors, il y a une clé de Genève, il faudrait que je vérifie dans le catalogue. Mais en gros, différentes... Aujourd'hui, on est habitué, de même toi, quand tu vas chez certaines manufactures ou certaines marques, on te dit tout est fait en interne. Tu es d'accord? Le mouvement, le boîtier, le ci, le ça. À l'époque, c'était pas tout à fait exact. Tu avais des fabricants de boîtiers, des fabricants de cadrans, d'aiguilles, de mouvements. Tu avais toute une industrie qui était très conséquente. Et il n'était pas rare que pour certaines marques, par exemple chez Patek, on appelait tel manufacturier de mouvements, notamment Jaeger. Tu vois, Jaeger a beaucoup bossé avec Patek. Pour faire simple, tu vois, par exemple, tu prends le cas de cette Patek. Aujourd'hui, tu vois, Patek, ils sont très très fiers, ils font énormément de choses en interne, les mouvements, les boîtiers, et que le sertissage qu'ils délèguent à une manufacture de sertissage. Mais à l'époque, c'était différent. Par exemple, le boîtier était fabriqué par quelqu'un, le mouvement était fabriqué par un autre, le cadran était fabriqué par Stern. Et à la fin, la marque assemblait le reste. Et, tu es d'accord avec moi, par exemple, tu es la Charm Watch Co. Tu ne veux pas que dans ton boîtier, il y ait ta signature et la signature de celui qui l'a fabriqué. Mais il fallait quand même savoir qu'il l'avait fabriqué. Donc c'est là où tu rentres dans ce qu'on appelle l'univers des poinçons. Et pour les différentes manufactures de boîtiers, tu avais ce qu'on appelait les clés de Genève. Donc c'était une petite clé avec un numéro. Tu avais les marteaux ou les têtes de marteau de Genève avec des numéros. Et aujourd'hui, avec des archives, par exemple, le marteau 136, il appartient à tel manufacturier. Et dans celle-ci, c'est écrit dans le catalogue, j'ai malheureusement plus le nom en tête, tu as la clé que j'ai référencée en disant clé de Genève numéro tant, et ça donne la signature de tel horloger, enfin tel manufacturier de boîte. Et tu vois, c'est quand même assez joli. Pour revenir sur cette montre quand même. Comment tu fais pour l'estimer du coup? Parce que tu sais pas... Alors, tu as différents indices. Déjà, la montre elle est en or blanc. Donc tu sais que... Alors c'est un petit peu cynique de penser comme ça, mais au moins tu sais que le poids d'or te détermine une base de prix. Bien sûr. Okay. Alors, elle ne va pas partir à la fonte, mais au moins il faut avoir une idée du prix. Donc l'or quand même, ça impacte beaucoup sur l'estimation de la montre. Surtout en ce moment. Ouais, surtout en ce moment. Tu as une lunette qui est travaillée, qui est brossée. Tu as un bracelet intégré en or blanc, avec un effet martelé qui est exceptionnel. En plus, tu as le fermoir, c'est très sympa, et souvent le défaut de ces bracelets intégrés, c'est que tu ne peux pas l'adapter. Là, ce qui est très cool, tu vois, tu as un fermoir qui s'adapte, donc si tu as un poignet un peu plus gros ou un peu plus petit, tu peux l'adapter. Et surtout, tu as ce cadran. En fait, c'était une pièce
de l'Arabie Saoudite qui a été faite pour, comme cadeau diplomatique. À qui, tu sais? À différentes personnes. Pour celle-ci, malheureusement, j'ai pas d'historique. Et tu vois, ça c'est une pièce, même pour un homme, c'est très très discret. Et ça, c'est typiquement le genre de pièce très sympa à porter. Parce que tu vois, t'as l'impression d'avoir une Piaget au poignet. Ouais. Tu vois. Piaget, voire même certaines ébelles de l'époque. Et tu vois, ça c'est exceptionnel comme pièce. En fait, pour le prix, c'est estimé entre 2 et 3 000 euros. Avoir, comme pour certaines quartiers, comme pour d'autres montres qu'on a décrites, avoir autant de particularités horlogères pour un si petit prix. Tu vois, c'est pour ça que les gens aussi, et notamment les jeunes, viennent à ces pièces-là. C'est que tu as beaucoup d'atouts, beaucoup de points positifs pour des tarifs qui sont pas en corrélation, en tout cas, avec le plaisir donné. Ça, c'est sûr. Tiens, regarde, franchement, c'est... C'est sûr, parce que 2-3 000 euros pour une montre moderne, bon, des montres de grande série sans forcément d'émotion à la clé. C'est incroyable. Ah ouais, c'est canon. Putain, Ouais, c'est très très beau. T'as une estimation de l'année à peu près? Pour moi, ça, c'est un travail entre les années 70 et 80. T'as vu, c'est une pièce qui est quand même assez... C'est fou qu'elle soit revenue comme ça, que tu aies réussi à retrouver cette montre-là. C'est intéressant. Ouais, Le périple, en fait, le périple qu'a fait la montre. Malheureusement, c'est assez... tu vois, encore quand tu as une marque qui a des archives comme Piaget et qui te dit la montre a été vendue à tel endroit et produite à tel jour, tel mois, telle année, c'est déjà plus facile. Mais là, tu as malheureusement très très peu d'indices qui font que... C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans l'horlogerie, c'est dans le vintage, dans l'ancien, de retracer aussi, quand tu peux, hein, quand on a l'histoire de la montre, un peu comme tu avais fait, je me souviens avec une montre d'un plongeur. Enfin, qui avait adoré d'ailleurs ton contenu. Ah, ça fait plaisir. Mais c'était passionnant en fait. Ah, mais oui. C'était passionnant. Enfin, même moi qui tourne la vidéo, ça me fascine avant Ouais. le... Et ce qui est d'autant plus fou, c'est que ce genre de personnes, c'est très intéressant aussi de les interviewer. Là, j'ai eu, il y a quelques temps, un moment avec lui pendant quelques heures. On était en voiture, il racontait sa vie, mais pour lui, c'était, tu vois, sans rouler des mécaniques, pour lui, c'était sa vie. Il rêvait d'être un aventurier, il supportait J'aurais dû être là, j'aurais dû être à l'arrière de la voiture. Bon, c'était une 2 places, donc dans le coffre. Les amis, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci à toi. Tu nous as transmis beaucoup de passion. Je suis très content d'avoir fait cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à vos amis et à vous rendre sur Instagram aussi pour voir les réels qu'on va faire. On va faire quelques réels. Et également, bien évidemment, à cliquer sur le lien si vous voulez participer à la vente aux enchères. Moi, j'ai fait cette vidéo en toute amitié et ça me fait plaisir d'avoir ce beau contenu et de mettre en avant aussi ta vente à venir. C'est très gentil. Voilà. On espère te voir quand même à l'exposition ou à la vente. Oui, j'espère. Et à défaut, une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Ce sera avec plaisir. À bientôt.